Bonjour, bonjour à vous toutes qui êtes là en présentiel ou qui regarderont le replay. Je vous souhaite la bienvenue à l'atelier thématique organisé dans le cadre du programme d'accompagnement des femmes inspirationnelles pour un leadership personnel vibratoire en harmonie avec les énergies du Tao. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, brièvement, je suis Catherine Gruner, auteure de livres de connaissance de soi inspirée de la sagesse du Tao et créatrice du concept holistique qui étudie. Donc, je me définis comme une ambassadrice du bien-être énergétique et j'accompagne des femmes qui traversent une crise existentielle. Vous savez, c'est que commence vers 45 ans jusqu'à 50, 55 ans. On se pose beaucoup de questions et je les accompagne à réorienter leur chemin vers leur accomplissement en respectant leur véritable nature que l'on découvre grâce à leur date de naissance. Alors, je me suis engagée dans une mission de transmission et j'ai développé cet espace unique en ligne afin d'offrir à toutes les femmes désireuses de découvrir des clés adaptées à qui elles sont pour donner un nouvel élan à leur vie tout en s'accordant avec les forces de l'univers. Donc, sachez que dans le cadre de cette plateforme en ligne, toutes celles qui sont inscrites accèdent à 2 séances de coaching de groupe par mois et ces séances sont alternées avec 2 ateliers thématiques aussi mensuels dans lesquels on aborde des sujets qui nous permettent de prendre soin de nous-mêmes en développant une écologie personnelle. Donc, ces ateliers sont animés grâce à des invités experts dans leur domaine et avec elles, nous explorons des approches inédites, originales, énergétiques, qui sont autant de clés pour développer notre bien-être holistique. Donc, dans une intention de partage, ces ateliers animés par les personnes invitées, sont proposés gracieusement à toutes les femmes qui ont envie d'être présentes. Donc, le replay se retrouve aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandra de Symbiose qui va nous présenter son expertise des soins naturels pour apporter à notre peau ce dont elle a besoin pour être en bonne santé tout en respectant l'environnement. Donc, je suis ravie de recevoir Alexandra et d'écouter ses conseils et j'espère que vous aurez le même plaisir. Ils sont vraiment, ces conseils, la représentation d'une combinaison entre sa passion pour la cosmétique et son amour pour la nature alpine. Elle a créé Symbiose, une gamme de cosmétiques naturels, respectueux de la peau et de l'environnement. Donc là, on est vraiment dans une démarche d'écologie personnelle. Et donc, je propose à Alexandra, avant de rentrer dans le vif, de se présenter. Bonjour Alexandra. Bonjour Catherine et merci de m'avoir invitée pour participer à cette belle séance. Donc comme tu me l'as dit, moi je suis la fondatrice de Symbiose Annecy, qui est une marque de cosmétiques bio et naturels basée à Annecy, dans les Alpes, comme son nom l'indique, et qui a la particularité d'utiliser les ressources des plantes alpines pour sublimer notre peau. Donc l'idée de la gamme, c'est vraiment d'utiliser en fait les ressources naturelles. Et moi, je crois vraiment en cette idée de d'utiliser finalement et de puiser tous les bienfaits de la nature pour notre bien-être et là, dans le cas particulier de mes cosmétiques, pour notre peau. Parce que je crois que la nature, voilà, a tous les pouvoirs et tout ce qu'il faut pour nous permettre de prendre soin de nous correctement. Et l'idée de symbiose, comme son nom l'indique, c'est vraiment d'avoir une relation équilibrée avec la nature. Donc, d'un côté, on va aller chercher les bonnes choses que la nature peut nous offrir et notamment les bonnes choses pour notre peau. Mais dans l'autre sens, on va essayer aussi de la préserver le plus possible dans notre activité. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à avoir des cosmétiques qui soient le plus respectueux possible de l'environnement. Alors, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par utiliser des actifs qui soient le plus locaux possible, pas aller chercher nos actifs à l'autre bout du monde, parce que on a plein de choses qui sont très bien chez nous. Ça passe aussi par utiliser des packaging qui soient très respectueux de l'environnement. Donc nous, on a un système de recharge pour éviter justement de gaspiller les emballages et puis d'avoir un petit peu tout un écosystème en fait de personnes avec qui on travaille qui soit le plus près possible de nous. Et même dans nos formulations et notre routine, vous verrez, on n'a pas énormément de produits. L'idée, c'est pas voilà de pas trop complexifier, d'aller dans le superflu, mais plutôt dans le simple efficace, on va dire. Voilà. Symbiose existe en fait. Alors, les produits sont commercialisés depuis un petit peu plus de 2 ans. Ça fait 2 ans au mois de septembre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le développement d'un cosmétique, c'est assez long.
Déjà, bah, parce qu'il faut trouver un petit peu la bonne alchimie, hein. C'est comme faire une recette de cuisine, il faut trouver le bon résultat. Et puis après, on a la chance, notamment en France et en Europe, d'avoir une réglementation qui est très stricte et qui du coup protège beaucoup le consommateur. Mais ça veut dire qu'on a beaucoup de tests aussi à faire pour valider nos produits et ça rajoute encore du délai. Donc moi, j'ai travaillé à peu près encore 18 mois, on va dire, avant que les produits sortent. Donc le projet, ça fait presque maintenant bientôt 4 ans que j'ai commencé à travailler sur cette marque. Et donc, c'est une reconversion? Tu étais déjà dans le milieu avant? Tu parles-moi un Non, peu de alors moi, ton je suis pas issue parcours. de la cosmétique. Non. J'ai un parcours plutôt scientifique, technique, on va dire. J'ai travaillé dans l'industrie pendant une vingtaine d'années, plutôt dans les domaines de logistique, supply chain. Mais par contre, la cosmétique et surtout tout ce qui est lié à la naturalité, en fait, hein, c'est surtout la naturalité qui a toujours été un sujet pour moi, notamment dans ma vie personnelle, en fait, hein, avec voilà, essayer d'avoir une consommation, euh, j'allais dire, éclairée, d'utiliser des produits aussi qui soient le plus sains possible pour nous, notre santé, et puis aussi pour notre environnement. Et du coup, j'ai eu envie de pouvoir mettre toutes ces valeurs, dans mon projet professionnel, et c'est comme ça que Symbiose est né. Mais c'est un projet qui doit inclure d'autres personnes parce qu'il faut des gens en laboratoire, il faut des... Je n'ai pas idée de toute l'ampleur que ça peut représenter. Oui, alors après, tout dépend de ses propres compétences, mais moi, par exemple, je suis pas formulatrice. Et notamment toute la partie réglementaire dont on parlait, je ne peux pas la gérer moi-même parce que je ne suis pas accréditée Mhm. pour. Donc, je dois travailler avec un laboratoire de formulation, en effet. J'ai des partenaires pour mes packaging, par exemple. J'ai des partenaires pour ma production, pour ma logistique, même pour tout ce qui est un peu conception graphique, hein, parce qu'il faut faire des packaging. Donc, moi, dans l'entreprise, je suis toute seule, mais par contre, j'ai tout mon réseau autour de personnes et de professionnels avec lesquels je tisse des liens étroits finalement pour pouvoir travailler dans la même direction pour faire grandir Symbiose. C'est un chef d'orchestre en fait. C'est ça, c'est le Une chef travail d'orchestre. de, de chef d'entreprise, de chef d'orchestre, Voilà. Bon, mais c'est un beau projet. avec je dirais tous les points positifs et puis un petit peu des fois toutes les difficultés à faire avancer tout le monde aussi dans le Mhm. même sens. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle quand on voit après ces produits qui sortent et qui prennent Mhm. vie. Alors, c'est intéressant ton parcours parce que c'est tout à fait le parcours de nombreuses femmes qui sont sur la plateforme, justement, ou qui écoutent les vidéos en replay. C'est comme une seconde partie de vie, en fait, un redémarrage. On réinvente sa vie. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené justement à avoir ce changement de cap dans ta vie et, Bah après, je pense que c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une période, donc moi j'ai 48 ans dans un mois. Donc, je suis pile dans la tranche dont tu parlais tout à l'heure. Et si on remonte à 4 ans en arrière, bah voilà, mon projet il a commencé à germer un peu autour de mes 44 ans. Donc c'est pile ce que tu disais. Bah, c'est vrai que je pense qu'on arrive à un moment aussi où voilà, on a fait, enfin moi en plus j'avais fait toute ma carrière professionnelle dans la même entreprise. Alors dans des postes différents parce que c'était une très grosse entreprise, mais quand même dans la même entreprise, dans le même milieu. Donc, à un moment, je pense on a un peu fait le tour de la question, malgré tout. Alors, il y a des gens à qui ça convient peut-être bien de continuer dans cette dynamique-là, mais c'est vrai que moi, j'avais un petit peu envie de repartir un peu sur des challenges peut-être un peu différents, une vision un peu différente. Et puis, moi, j'aime bien apprendre, en fait, des nouvelles choses. Et c'est vrai que, à un moment, on se dit, bah, OK, peut-être qu'il faut juste que je change d'entreprise, mais en fait, quand on a appris aussi à travailler dans une entreprise, forcément, on va se retourner vers les mêmes profils un peu d'entreprise. Donc, j'ai passé quelques entretiens, puis je me disais, oui, mais en fait, c'est la même chose, c'est juste le nom qui change, mais je vais repartir dans la même chose. Et j'avais envie, je pense, de me renouveler. C'est vraiment ça. Et un petit peu aussi le plaisir, entre guillemets, de dire, bon, bah allez, j'ai travaillé, j'ai été un petit peu une bonne petite élève pendant 20 ans, là, à faire un petit peu tout ce qu'on attendait de moi. Et maintenant, j'ai envie de faire quelque chose qui soit plus... ouais, alors, non pas que mon travail avant n'était pas plaisir, mais malgré tout, voilà, il y a un carcan qui des fois nous convient plus aussi parce qu'entre ce qu'on attendait de notre travail quand on a une vingtaine d'années, puisqu'on en attend quand on a une quarantaine d'années, bah, on n'attend plus forcément les mêmes choses. Et du coup, j'ai remis un peu tout ça à plat. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu as envie de pousser dans ta vie professionnelle? Et c'est comme ça que j'ai tiré un petit peu les axes me motivaient. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, la façon de pouvoir mettre tout ça en musique, c'est de créer ton propre
ton propre univers finalement. Et voilà, après, j'ai commencé à réfléchir un peu plus concrètement en disant, bon, bah, ok, les valeurs, c'est ça, mais concrètement, comment ça se traduit dans une offre professionnelle? Et c'est comme ça voilà, que le projet est né. Un parcours très courageux. C'est une belle étape de franchie. C'est vrai que quand on se pose justement dans ces moments de crise existentielle, ces questions qui remettent aussi en question nos propres valeurs, parfois parce qu'elles évoluent, nos valeurs, hein, Ouais. mais il y en a certaines Tout qui à restent fait. toute la vie et puis il y en a certaines qui évoluent. Et d'en prendre conscience et d'aller dans le sens, et moi, c'est ce que j'appelle vraiment un alignement. Et c'est vraiment là où on travaille l'investissement dans la construction d'un leadership personnel parce que en fait, on devient comment est-ce qu'on dit? Au lieu de manager les autres, on commence à manager sa propre vie, en fait. Et c'est là où on peut grandir parce qu'on peut se donner les moyens. Pas toujours facile de passer les caps, tu l'as fait, c'est très courageux, mais se donner les moyens justement d'aller dans une direction dans laquelle on se sent grandir et on se sent plus en lien avec là où on est à ce moment-là. Ça Ouais, peut tout à encore fait. évoluer. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de nous partager par rapport aux soins de la peau qui pourraient nous aider, donne-nous des conseils, partage-nous des idées, parce que justement, Ouais. là, on est dans l'écologie, hein. Donc, au Eh niveau ben, allez. naturel, qu'est-ce qu'on peut... Alors, du coup, moi, je voulais bah, forcément vous parler un petit peu du soin de la peau naturel, forcément, puisque c'est mon positionnement et mes convictions fortes, on va dire. Et puis vous expliquer un petit peu, voilà, comment on peut, ce qu'on peut mettre en place, notamment dans la période de l'hiver, qui est une période quand même où notre peau est assez maltraitée. Je sais pas, du coup, vous êtes plutôt basé au Portugal, toutes, ou Alors, Elsa, là, est au Portugal, mais tout le monde n'est pas au Portugal, et la chaîne, D'accord. elle est en français, donc elle est Ok. Parce que visible. c'est vrai que selon les endroits en plus où on vit, Ouais. on peut avoir des conditions climatiques. Moi, je suis dans les Alpes, par exemple, et c'est vrai que l'hiver, ben, la peau, elle est vraiment plutôt très, très mal menée Ouais. dans notre climat. Donc De, voilà, c'est de important en fait réfléchir. d'adapter sa Ouais. routine aux saisons et surtout à l'hiver, qui est une saison quand même qui challenge pas mal la peau. Mm. Ce que je vous propose, n'hésitez pas, voilà, à poser vos, pour celles Mm. qui regardent en direct, à poser vos questions, à m'orienter aussi vers certains sujets s'il y en a qui vous intéressent plus. Moi, ce que je voulais commencer par vous expliquer assez brièvement, parce qu'on va pas faire un cours de biologie, hein, mais déjà vous expliquer un petit peu la peau, comment elle est constituée, à quoi ça sert, et du coup, comment aussi on peut déterminer un petit peu la typologie de sa peau et les besoins, du coup, qu'elle va avoir. Et en fonction de ça, bah, comment on peut choisir ses soins pour essayer de la traiter le mieux possible. Ah bah, ça me semble passionnant. Juste, je voulais faire une Allez. petite parenthèse, c'est que même si les personnes regardent en replay, vous avez possibilité de poser vos questions dans les commentaires de la chaîne YouTube. Donc, Alexandra, tu pourras y aller, répondre à D'accord. des Eh ben, questions et parfait. tout. Donc, ouais, Comme n'hésitez ça pas. reste interactif, même Hmm. si les personnes ne sont pas là maintenant. Génial. Super. Mhm. Alors, du coup, la peau, c'est un organe hyper complexe. Déjà, c'est un petit peu la première image finalement hein, qu'on offre de nous à la société. On dit que c'est le reflet de l'âme aussi et c'est surtout le reflet de notre santé globale. Et la peau, il faut savoir en fait qu'elle est composée de différentes couches. Donc, ce qu'on va voir à l'extérieur, là, un petit peu la partie où je vais mettre mes doigts, c'est ce qu'on appelle l'épiderme. C'est vraiment la couche fine qui va être la première couche en contact avec l'extérieur et c'est vraiment la couche qui va jouer le rôle de barrière. Donc, elle va empêcher les substances qui ne doivent pas rentrer dans l'organisme bah, de ne pas rentrer. Et elle va nous protéger de plein de choses, de la chaleur, du froid, on parlait du froid tout à l'heure, de toutes les agressions possibles. Cette première couche, elle va avoir ce qu'on appelle le film hydrolipidique. Donc, comme son nom l'indique, le film hydrolipidique, il va contenir de l'eau, donc une phase aqueuse, et une phase lipidique. Donc, lipidique, c'est le gras, en fait. Et ce gras, il va venir du sébum, donc qui est produit lui-même par la peau, et aussi des lipides qui sont élaborés par les différentes cellules de l'épiderme. Et ce film hydrolipidique, c'est vraiment, je dirais presque plus important finalement dans notre peau, parce que c'est vraiment ça qui va faire barrière, et c'est ça qu'il faut maintenir en bonne santé finalement, pour que la peau, enfin, l'épiderme, continue à jouer vraiment son rôle protecteur. Et on verra que selon les produits qu'on utilise, ben, malheureusement, on a plein de façons d'abîmer, entre guillemets, ce film hydrolipidique. Et il faut vraiment, voilà, essayer d'utiliser des produits qui l'abîment le moins possible et voir qui vont même l'aider à se régénérer et se préserver.
Et sur ce film hydrolipidique, on va avoir aussi ce qu'on appelle la flore cutanée, hein. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus. On parle aussi du microbiote cutané. Et ben, c'est des bactéries. Donc, il faut savoir que notre peau, elle a des bactéries un peu partout. Alors, il y a nos bactéries qui nous sont propres. Donc ça, on va dire que c'est la... Finalement, c'est comme dans l'intestin, hein, la logique est la même. Il y a les bonnes bactéries qui sont nos bactéries et qui ont un rôle justement pour maintenir tout cet écosystème et aussi pour éviter que des mauvaises bactéries viennent. Et puis, on peut aussi avoir des bactéries extérieures qui viennent sur notre peau. Alors, c'est pas forcément grave du moment que la quantité reste raisonnable. Par contre, voilà, s'il y a une trop grosse prolifération de bactéries, bah, c'est là aussi où on peut avoir des soucis de peau. Par exemple, l'acné souvent est dû à une bactérie, hein. Et on peut aussi avoir d'autres choses. Donc, toute la subtilité, c'est de maintenir en fait l'équilibre de cette flore cutanée. Donc, ça va passer par le nettoyage, mais comme je disais avant, pas trop décaper non plus pour pas abîmer le film hydrolipidique. Donc, ça, c'est la première couche. C'est celle que vous avez ici. En dessous, on a ce qu'on appelle le derme. Donc, le derme, c'est vraiment un tissu conjonctif dense qui va être le support solide de la peau. C'est un peu l'armature finalement, hein. Et on peut dire que l'épiderme, c'est un peu le drap qu'on va poser sur l'armature. Voilà. Donc, ce derme, il est composé de ce qu'on va appeler les fibroblastes, les fibres élastiques, le collagène. Donc, c'est un petit peu tout ce qui va créer le volume, hein, le volume du visage. Et ça a vraiment un rôle de soutien. Et ça a un rôle aussi nutritif pour l'épiderme. Donc, en fait, l'épiderme, il va être nourri via le derme. Le derme, c'est lui qui va récupérer, par exemple, l'oxygène, les nutriments. Et par transfert, il va nourrir l'épiderme. Et le derme, il a aussi un gros rôle dans la thermorégulation, hein. Donc, c'est lui qui va nous protéger du froid, du chaud, enfin, pas nous protéger, mais jouer un peu ce rôle de régulateur de température. Et en dernier, tout en dessous, on a ce qu'on appelle l'hypoderme. Donc, l'hypoderme, c'est une couche de tissu adipeux. Donc, clairement, c'est de la graisse, on va dire, qui va encore jouer encore plus ce rôle de coussin, voilà, pour bien maintenir la structure. Donc, voilà. Donc, on a ces trois couches-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, en cosmétique, on joue sur l'épiderme, hein. Rentrer dans le derme, je ne connais plus l'épaisseur de l'épiderme, mais ça peut être, je crois que l'endroit le plus épais, c'est 2 millimètres ou quelque chose comme ça. Mais du coup, les cosmétiques ne rentrent pas plus loin que l'épiderme. Après, si on veut rentrer plus loin, on est dans C'est plus de la invasif. médecine esthétique. Alors Mhm. voilà, ça va être des injections, des choses comme ça. Mais en cosmétique, on reste sur la partie de l'épiderme. Il vaut mieux des fois, parce que quand on quand on est- C'est un autre sujet. Je suis pas compétente moi dans ce sujet-là, donc je m'aventurerai pas sur le sujet. Mais voilà, on peut déjà faire beaucoup de choses sur l'épiderme, hein, notamment bah, toute la douceur, l'hydratation. Après, c'est vrai que quand on va parler de volume, par exemple, eh ben non, ça se passe dans le derme, hein, ça se passe pas sur l'épiderme. Donc la peau, elle a plein de fonctions. J'en ai cité quelques-unes, hein. Elle a vraiment la fonction barrière, donc empêcher des substances étrangères qui ne devraient pas pénétrer dans la peau de pénétrer. Les agressions physiques aussi, chimiques. On y pense moins, mais elle joue un gros rôle contre les infections. C'est-à-dire que la peau, elle empêche normalement, dans son bon fonctionnement, des microbes de rentrer à l'intérieur de notre peau, de notre corps, pardon. Elle a un rôle de thermorégulation, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est elle qui va essayer de gérer les écarts de température pour pas que notre corps s'échauffe trop ou se refroidisse trop. Elle a un rôle contre la protection solaire, bien sûr, hein, c'est la première barrière contre le soleil. Elle a un rôle bah, sensoriel, c'est elle qui va transmettre toutes les sensations, hein, le chaud, le froid dont on parlait tout à l'heure, le toucher, la douleur aussi. Et elle a aussi un rôle d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Par exemple, elle va absorber, donc elle va absorber de l'eau, par exemple, et elle va, j'allais dire rejeter, oui, elle va rejeter aussi, hein. Il y a la peau, c'est un émonctoire. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu parles peut-être des fois Oui. dans tes différents sujets, mais la peau est un émonctoire, donc ça veut dire qu'elle va rejeter en fait des déchets, et des toxines, notamment via la sueur et le sébum. Donc c'est vraiment voilà un corps d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Et elle a aussi, on n'y pense pas forcément, mais une fonction métabolique, c'est-à-dire qu'elle va synthétiser certains éléments, et notamment la vitamine D. La vitamine D est synthétisée par la peau.
Donc la peau, finalement, c'est un organe qui est très complexe, hein. On a vu, elle a trois couches, finalement. Elle a plein de rôles. Et c'est vrai que si on se limite un peu au rôle d'apparence, d'avoir voilà, une belle peau bien rebondie qui va donner un peu euh, une image de bonne santé, mais elle a vraiment des rôles fonctionnels. Et d'où l'intérêt aussi bah, voilà, d'avoir une peau en bonne santé pour qu'elle continue à bien jouer son rôle de barrière et à bien nous protéger de toutes les agressions extérieures. C'est intéressant parce qu'on voit qu'on est toujours dans une démarche holistique, que Tout notre à corps fait. fonctionne complètement en relation totale avec tout ce qui le constitue, en fait. Tout à fait. Et c'est vrai que la peau, d'ailleurs, elle a souvent, elle reflète souvent un petit peu notre état de santé ou de fatigue, hein. Ça se voit très vite. Alors, d'autant plus quand on avance dans l'âge. L'âge. Dès qu'on est un peu fatigué, ça se lit tout de suite sur notre visage. Ou si on n'est justement pas assez hydraté, par exemple, quand on s'est laissé un peu déshydraté, bah, c'est vrai qu'on va tout de suite avoir des petites ridules de déshydratation ou quand on n'a pas une alimentation qui nous amène. Eh oui, voilà, on a toute notre petite gourde pas loin. Quand on a aussi une alimentation, par exemple, qui n'est pas assez riche en lipides, eh ben, ça va se voir aussi sur la peau, ou je dis lipides, mais ça peut être vitamines, etc., hein. Ça va tout de suite se voir sur la peau. Donc, c'est vrai que la peau, elle est, voilà, c'est vraiment prendre soin de sa peau, finalement, c'est pas simplement prendre soin de son apparence, mais comme tu le dis, c'est vraiment une démarche holistique pour prendre soin De de soi. son bien-être global. Et en plus, dans l'autre sens, si on prend pas soin de son bien-être global, enfin, je veux dire, se tartiner de crème si on ne prend pas soin du reste, ça fonctionne pas non plus. Mm. Donc c'est vraiment un tout. Ce sera un masque éphémère. Exactement, ouais, c'est un peu je vais dire Cache-misère. un cache-misère, mais Voilà. Mm. même si on arrive à faire pas mal de choses, Mm. si on fait que ça et qu'on s'occupe pas du reste, ça fonctionnera pas. Mm. Et d'ailleurs, des fois, les gens disent oui, je comprends pas ma crème. Des fois, même sur des marques très réputées, ils disent ah bah on en entend plein de bien de cette crème, moi je comprends pas pourquoi ça marche pas pour moi. Alors, il peut y avoir plein de raisons hein, que le produit soit pas adapté, mais si à côté on fait n'importe quoi, ça Mm. fonctionnera pas. Ça, c'est évident. Mm. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup hein, dans la plateforme. Et puis même, même par rapport à son état émotionnel ou son état nerveux, hein, d'ailleurs, il y a plein d'expressions où on utilise la peau, Mm. euh, être à fleur de peau, enfin voilà, il y a plein de... Et on sait qu'il y a plein de maladies de peau aussi qui sont beaucoup liées au stress, par exemple, hein. Mm. Mm. Donc c'est vraiment voilà, un organe qui est très sensible Mm. à notre bien-être global Mm. et à notre état Bon, global. c'était très intéressant cette première partie, merci. Du coup, bah, je vous propose de continuer justement sur la peau et essayer de parler des différents types de peau. Hein, parce que c'est vrai on le voit bien, on n'a pas toute la même peau. Alors déjà en fonction bah, de d'où on en est dans sa vie, mais quand même au départ, on n'a pas tous les mêmes types de peau et c'est important de connaître son type de peau pour justement adapter ses soins à son type de peau. Donc on dit classiquement qu'il y a quatre types de peau. Et les types de peau, ils vont dépendre. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé du film hydrolipidique en disant bah, on a de l'eau et du sébum. Et les types de peau, ils vont essentiellement dépendre de l'équilibre de ces deux constituants. Donc, on a ce qu'on appelle la peau normale, c'est celle dont tout le monde rêve. Mais en fait, on dit peau normale, mais peu de gens ont cette peau-là, donc on devrait plutôt l'appeler peau standard Équilibré. parce que Ouais, équilibré. c'est celle qui n'est Mm. dans aucun excès, mais qui Mm. globalement correspond à peu de monde. Il y a peu de monde qui a une peau normale finalement. Mais la peau normale, c'est celle qui est douce au toucher, elle est bien hydratée, c'est un peu la peau des bébés finalement, confortable, elle est uniforme, elle n'a pas d'imperfection. Voilà, c'est la peau un peu standard qui vit sa vie toute seule et qui a presque besoin de rien, mais qui globalement correspond à peu de monde. Ensuite, on a deux extrêmes. On a ce qu'on va appeler les peaux grasses. Donc, les peaux grasses, c'est celles qui vont avoir du sébum en excès, donc du gras en excès. Donc, c'est des peaux qui vont plutôt être luisantes, qui semblent plutôt épaisses. On peut avoir des imperfections, des pores dilatés. Et dans le cas extrême, on peut même aller jusqu'à l'acné. Donc ça, voilà, je pense qu'on se représente assez bien ce type de peau. Et à l'autre extrême, on a les peaux qui vont manquer de lipides, donc c'est ce qu'on appelle les peaux sèches, qui elles bah, vont être plutôt rêches au toucher, vont être inconfortables, hein, ça peut même aller jusqu'à des démangeaisons, une peau qui peut peler. Par contre, c'est une peau qui ne va pas avoir d'imperfection. C'est une peau au grain régulier, sans pores apparent, ni brillance, ni imperfection, mais qui par contre
manque de gras, donc va être voilà rugueuse, peut avoir des rougeurs aussi. C'est des peaux voilà qui souffrent plutôt, on va dire, du manque de gras. Et puis entre les deux, on a ce qu'on appelle les peaux mixtes qui représentent en général plutôt enfin pas la majorité, mais quand même une grosse partie des gens qui, comme leur nom l'indique, vont être un mixte de type. Donc c'est plutôt les peaux mixtes, c'est des peaux qui vont être normales mais qui vont être grasses sur ce qu'on appelle la zone T. Donc la zone T, c'est le front, le nez, le menton. Donc ça dessine un T, c'est pour ça qu'on appelle ça la zone T. Et cette zone-là, elle va pouvoir être plus comme une peau grasse finalement, donc plus luisante, avec plus de sébum, éventuellement des imperfections. Alors ça peut aller de un petit peu à beaucoup. Mais voilà, la peau mixte, c'est ça. En fait, c'est un mélange entre le reste du visage qui est soit normal, qui peut même être sèche, c'est-à-dire on peut très bien avoir les joues qui tiraillent un peu, mais un front et le nez, par exemple, qui est un petit peu luisant et qui peut avoir quelques imperfections. Ou alors on peut avoir le reste du visage normal. Donc ça, c'est les quatre types de peau et on se doute bien qu'on va pas les traiter de la même façon et pas les entretenir de la même façon. Et le type de peau, c'est un petit peu lié finalement, c'est un peu comme la couleur des yeux ou la couleur des cheveux. C'est lié à notre patrimoine génétique. Mais malgré tout, ça peut aussi évoluer en fonction d'événements extérieurs, notamment bah, je dirais l'avancement dans le temps et les hormones, hein. Par exemple, à l'adolescence, souvent, ben, on se retrouve avec une peau plus grasse parce que voilà, on a une production hormonale qui fait que ça va entraîner ce genre de désagréments. Et après, souvent, par exemple, en vieillissant ou au moment de la ménopause, on va se retrouver avec une peau plus sèche. Mais globalement, on va dire entre ces deux, allez, de 15 ans à 45, 50, le type de peau change peu, on va dire. Mais on a peut-être aussi quand même un potentiel génétique qui peut être abîmé de par notre mode de vie. Si on Oui, ne prend alors pas oui, soin de tout à fait. soi à Par tous contre, les niveaux, comme on en a parlé tout à l'heure, comme tu l'as évoqué, même si on a un bon potentiel de peau, on peut tout à fait aller oui, à alors l'encontre de lui et d'avoir on va dire, créer des éléments extérieurs qui ouais. vont Mm. accentuer peut-être certains éléments. Par contre, ça va pas forcément changer notre type de peau. Ah, d'accord, ok. Ça peut Mm. changer l'état de notre peau. Alors, le Ah, type ok. de peau, c'est Mm. vraiment, voilà, comme je disais, j'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux D'accord, d'accord, marrons, ok. c'est des choses qu'on Mm. peut changer. Mais... Mm. Et l'état de la peau, c'est justement, comme tu dis, avec des facteurs extérieurs, l'état de ma peau peut se modifier. Donc, D'accord. les états de peau, c'est un peu différent des types de peau, c'est comment est ma peau en ce moment. Donc, les états de peau, ça peut être par exemple la peau sensible. La peau sensible, elle peut s'appliquer aussi bien à une peau grasse qu'à une peau sèche, même si les peaux sèches ont tendance à être plus sensibles. Et la sensibilité de la peau, ça veut dire que c'est une peau qui est réactive à son environnement. Par exemple, le froid va vraiment la faire rougir ou va faire que ça nous picote. Le stress aussi. On parlait tout à l'heure du stress. On a il y a des gens, dès qu'ils sont stressés, ils ont la peau qui va devenir toute rouge, qui va le piquer. Alimentation? L'alimentation. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ce qui va rendre la peau vraiment sensible. Ça peut être aussi des produits qu'on utilise, hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a des produits qui peuvent être très agressifs pour la peau. Et du coup, quand on utilise certains produits, on peut rendre sa peau sensible. Ensuite, on a ce qu'on appelle la peau déshydratée. Donc, la déshydratation, c'est quand on manque d'eau. Vous vous souvenez, on a dit tout à l'heure, la peau sèche, elle manque de gras. Alors, la peau sèche manque souvent d'eau aussi, mais globalement, elle manque de gras. Et la déshydratation, c'est quand notre peau va manquer d'eau. Donc, toutes les peaux peuvent être déshydratées. Une peau grasse peut être déshydratée. Ça veut dire qu'elle va avoir assez de gras, mais elle va pas avoir assez d'eau. La déshydratation, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de l'intérieur. Je bois pas assez. Oui, je m'hydrate pas comme il faut. Ça peut venir de l'extérieur. Je suis dans un environnement, par exemple, avec un air très sec, comme en hiver. Et comme je disais, toutes les peaux peuvent être déshydratées. Les peaux grasses peuvent être déshydratées, les peaux sèches peuvent être déshydratées. Alors, les peaux sèches sont souvent déshydratées, mais les peaux grasses peuvent être aussi déshydratées. Ça paraît un peu paradoxal, mais on peut très bien avoir la peau qui produit du sébum et qui a quelques petites imperfections, et en même temps, on a l'impression qu'elle nous tiraille. C'est un peu paradoxal, mais ça peut arriver. Donc ça, comme tu dis, en effet, c'est par notre façon de vivre ou nos éléments extérieurs, c'est ça qui peut jouer sur l'état de notre peau. Euh, voilà, je crois que c'est tout. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça.
Non, bah, moi j'étais persuadée que dans les deux types de peau, la peau sèche, c'était du manque d'eau. Je ne savais pas du tout que c'était du manque de graisse. Ça, je ne savais Alors, pas. la peau sèche, de toute façon, manque aussi. En général, Oui, la peau oui, sèche est oui, déshydratée. oui, Mais oui. quand on classe vraiment les peaux, c'est plutôt par rapport à la production Ah, ça, de je ne savais gras et de pas. sébum. Voilà. Mhm, mhm, Oui, et c'est vrai que des fois, moi, j'ai des gens, quand je leur demande, ben, quand je conseille un peu les produits, ils me disent, ah, j'ai la peau qui est sèche parce que j'ai besoin de l'hydrater. Non, en fait, c'est pas la même chose. mhm, mhm. Peau Non, sèche, on a besoin de la nourrir. Alors, on peut aussi avoir besoin de l'hydrater, mais et on mhm. va pas utiliser les mêmes actifs du coup. Pour des Alors, choses. ce qu'on a dit, c'est que notre peau, elle évoluait dans le temps. Et bah, en général, une préoccupation hein, qu'on a toutes quand même, c'est le vieillissement de sa peau. Euh, donc, le vieillissement de la peau, en fait, c'est vraiment, je dirais, c'est l'aspect visible du vieillissement global de notre corps. Notre corps, il vieillit, nos organes, ils vieillissent. Sauf que notre peau, ça se voit plus. Hein, le vieillissement, par exemple, de notre foie ou de notre cœur, bah, on ne le voit pas parce qu'il est à l'intérieur de nous. Alors, on peut sentir les effets des fois, mais on ne le voit pas. Alors que le vieillissement de notre peau, on le voit. Le vieillissement, comment ça se traduit sur la peau? Alors, on va se rendre compte qu'on a la peau qui devient plus fine. Globalement, la peau, elle s'amincit. On a bien sûr l'apparition de rides, hein. Je dirais que c'est la première chose en général qu'on associe au vieillissement cutané. Ça, pourquoi ça apparaît? Bah, c'est parce que en fait, on va produire moins de collagène, moins d'élastine, qui sont un petit peu les protéines dans la peau qui vont maintenir justement l'élasticité, la fermeté de la peau. Donc, du fait qu'on en produise moins, bah, voilà, et la peau va être moins élastique, on va avoir des rides apparaître. Comme pour tout le reste de notre corps, quand on vieillit, le renouvellement cellulaire se fait moins vite et ça va être vrai pour la peau. On a aussi, en général, hein, au niveau du visage, on a souvent une perte de graisse, donc c'est finalement l'hypoderme dont on parlait tout à l'heure qui va se rétrécir un peu. Et du coup, souvent, on a aussi les traits qui se creusent à certains endroits. On a souvent aussi la peau qui est moins hydratée, donc elle va s'assécher. Donc tout ça, c'est des processus naturels, hein. C'est comme ça. Alors après, ça se passe plus ou moins vite selon les personnes, selon, comme on disait tout à l'heure, les conditions de vie. Mais en tout cas, c'est des processus naturels. Et des choses qu'on associe moins aussi au vieillissement cutané, mais qui sont importantes. On va avoir une moins bonne résistance aux UV. Donc quand notre peau vieillit, elle résiste moins aux UV. Ça, on ne sait pas forcément. Ce qui fait aussi qu'on a des fois plus de taches en vieillissant, hein. Ça vient pas que de ça, mais ça vient aussi de ça. Notre peau, elle va moins résister aux infections aussi. Donc, il faut savoir voilà, que la peau, elle résiste moins aux infections en vieillissement. La microcirculation va se raréfier. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on vieillit, on a la peau qui paraît plus translucide, en fait, hein. C'est du fait de la microcirculation qui diminue. Et la nutrition aussi de la peau va moins bien se faire. Donc, c'est ce qui la rend un petit peu plus pâle. Et il y a aussi une diminution de la production sébacée, donc on va produire moins de sébum. C'est pour ça qu'en général, en vieillissant, la peau devient sèche. Hein, clairement, en général, passé un certain âge, tout le monde a la peau sèche. Ça arrive plus ou moins vite, du coup, en fonction de la nature de peau qu'on avait avant. Donc ça, c'est le phénomène naturel de vieillissement. Et après, il y a des choses, comme tu le citais tout à l'heure, qui peuvent accélérer ce vieillissement, qui sont plutôt ce qu'on appelle des caractéristiques extrinsèques, donc qui vont venir de l'extérieur. Donc c'est typiquement le rayonnement solaire, hein. Ça, c'est le premier, c'est vraiment encore confirmé. L'exposition solaire, c'est vraiment le premier facteur de vieillissement cutané, mais vraiment très en numéro un. Sans parler en plus de toutes les maladies hein, que ça peut entraîner, que ce soit cancer, etc. Le tabac, par exemple, la pollution aussi, si on vit dans un environnement pollué, et l'alimentation, selon ce qu'on va ingérer et comment on va nourrir sa peau de l'intérieur, euh, on va accélérer ou au contraire ralentir le vieillissement. Donc c'est intéressant de se dire, bah, on a notre patrimoine génétique au départ, mais par contre, en fonction de ce qu'on fait, on peut quand même beaucoup jouer sur allez, je vais le dire, le ralentissement du vieillissement cutané. Donc voilà, en se protégeant notamment du rayonnement solaire, en ayant une alimentation qui soit équilibrée et qui amène les bons nutriments à la peau, en limitant le tabac, voire si c'est possible en l'arrêtant complètement et j'allais dire en vivant dans un environnement le moins pollué possible. Alors ça, c'est pareil, malheureusement, ça dépend pas que de nous.
Mais en tout cas, voilà, on a quand même aussi des choses sur lesquelles on peut jouer pour ralentir le vieillissement cutané. Et puis après, il y a quelque chose aussi. Donc ça, je dirais que le vieillissement cutané, il se passe pour tout le monde, homme, femme. Et puis après, en tant que femme, on a aussi le rôle des hormones, et notamment au moment de la ménopause, puisqu'il va y avoir une diminution des œstrogènes et de la progestérone, qui sont deux hormones qui qui jouent un rôle clé, on va dire, dans la production de collagène et d'élastine, donc qui sont les cellules qui vont justement jouer sur l'élasticité de la peau, le rebondi, qui donne l'aspect ferme. Donc forcément, quand la production d'oestrogène et de progestérone diminue, bah, la production de collagène diminue. On en entend beaucoup parler du collagène en ce moment, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Donc je dirais qu'au-delà du vieillissement cutané en lui-même, au moment de la ménopause et de la chute de ces hormones, bah, on va avoir en plus un coup d'accélérateur sur ce phénomène-là. Et ça, bah, c'est qu'on ne peut pas grand-chose. Oui, surtout que on dit que finalement, le collagène que l'on prend, il n'est pas si actif à l'intérieur de nous. Ouais, alors moi je suis pas spécialisée de ce qui, voilà, de la cosmétique in, c'est-à-dire ce qu'on ingère. Je sais que sur le collagène, il y a pas mal en effet de. Je pense que le sujet est pas tranché en fait. Oui, oui. Finalement, c'est assez récent le fait de prendre du Ouais, collagène par voie orale. Donc il y a des études qui disent que c'est intéressant, il y a des études qui disent que ça ouais. l'est pas. Donc je pense qu'il faut encore avancer. Après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le collagène il sert à plein de choses dans notre corps. Donc, il sert à la peau, mais il sert aux articulations, Population. voilà. Et en fait, quand on l'ingère, on ne peut pas choisir où il va. Ah oui, C'est le d'accord. corps qui va l'utiliser pour le Mm. moment où il y a besoin. Donc, ce qui est un peu, en tout cas, galvaudé, c'est sûr, c'est de dire c'est du collagène pour la peau. Ben, peut-être que non. Peut-être qu'il ira dans vos articulations ou il ira ailleurs. Ouais, ouais, d'accord. Ça, en effet, on ne Là, peut ça pas peut le pas faire de contrôler. mal d'en prendre, je pense. Mais voilà, C'est un dans collagène le de doute, il y a quand qualité. même peu de contre-indications, voire Ouais. pas. Mm. Donc, mis à part, je dirais, le coût, parce qu'en général, c'est quand même assez Mm. coûteux malgré tout. Euh, bon. Après, je pense qu'il faut se faire sa propre opinion, en fait, et peut-être faire des cures sur quelques mois pour voir un petit peu si on voit une différence. Pour voir un effet, je pense qu'il faut prendre plutôt sur 3 mois ou quelque chose comme ça. Mm. Et après, ça dépend des marques aussi, parce qu'il y a des marques qui ont un bon marketing, donc ils vendent ça à des prix quand même assez élevés. Je pense qu'il y a des marques plus abordables aussi. Mais ça a quand même un certain coût, en effet. Donc, je dirais que le seul risque, il est un peu là, il est de gaspiller son argent. Mais d'un point de vue, en tout cas, santé, il n'y a pas de risque de prendre du collagène. Après, est-ce que ça. Je sais qu'il faut prendre, par exemple, du collagène hydrolysé pour être sûr, justement, qu'il pénètre, parce que si on prend des grosses molécules, en fait, elles vont être détruites dans la digestion, donc ça a peu d'intérêt. Mais moi, j'ai pas encore essayé, il faudrait que je le fasse, je pense, pour pouvoir avoir, à défaut d'avoir un avis très scientifique sur des études, Parce que voir tu au es moins encore si ça. jeune, Alexandra, c'est pour Oh, ça. peut-être. Donc voilà, le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le collagène en extérieur, ça sert à rien. Les crèmes au collagène, par exemple, ça ne sert absolument à rien parce que la peau n'est pas capable de le récupérer. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle des boosters de collagène. Donc, il y a certaines molécules, typiquement, nous, on utilise les Delvais, par exemple, qui vont en fait stimuler les cellules qui produisent le collagène dans la peau. Donc, ça, c'est intéressant. Mais par contre, des crèmes dans lesquelles il y a du collagène, ça sert absolument à rien. Parce que la peau n'est pas capable de le capter quand ça vient de l'extérieur. Du coup, oui, on parlait donc de la perte de collagène, qui est quelque chose d'assez, en effet, drastique. Et après, je me souviens plus des chiffres, mais je crois que c'est quand même presque 10% par an à un moment qu'on perd en collagène. Donc ça va quand même assez vite. D'où l'intérêt, en effet, si on voit des résultats sur soi, de vraiment se supplanter, pas supplanter, suppléer en collagène. Un des effets encore du coup de cette chute des hormones, bah, c'est la sécheresse cutanée qui, qui du coup va faire que la peau va devenir plus sèche, peut être plus inconfortable. Et puis comme je disais tout à l'heure, la peau elle va être plus fragile aussi en avançant en âge et notamment elle va être plus vulnérable aux agressions extérieures, que ce soit la pollution, les UV et tous les produits, enfin tous les irritants. Donc ça peut être les produits qu'on utilise, etc. Et l'aspect aussi hyperpigmentation, puisque le déséquilibre hormonal aussi qu'on va avoir à ce moment-là peut amener une hyperpigmentation, donc encore plus important
de se protéger du soleil, hein. Même si maintenant on sait que de toute façon, voilà, la protection solaire, c'est presque 365 jours par an pour préserver au mieux sa peau. Voilà, est-ce que vous arrivez du coup avec ça à retrouver un peu, à classer un peu votre peau, à voir un petit peu comment vous vous situez? Oui, Ouais. oui, Oui. c'était très intéressant. Très Ok. intéressant. Donc voilà, donc là on a fait un petit peu je dirais, on a planté un peu le décor de la peau, comment elle fonctionne, comment on peut un petit peu identifier son type de peau. Ensuite, bah, la question d'après, ça va être comment est-ce qu'on prend soin au mieux de notre peau. On a déjà parlé un petit peu des compléments avec le collagène. Moi, vous l'aurez compris, ben, mon cheval de bataille, hein, c'est vraiment les cosmétiques bio et de dire il faut utiliser des produits bio pour traiter sa peau. Alors pourquoi? C'est vrai que maintenant, on entend beaucoup de choses. Il y a la clean cosmétique, les produits naturels, les produits bio. On est des fois un petit peu perdu à travers toutes ces allégations et un petit peu tout ce que les marques nous mettent en avant. Et c'est vrai que moi, je défends vraiment la cosmétique bio parce que euh, je dirais qu'un produit, alors certifié bio, hein, on devrait même dire un produit certifié bio, finalement, c'est une façon un peu facile, sans devoir se poser trop de questions de certaines garanties. Un produit qui est certifié bio, en fait, il va devoir suivre des règles. Par exemple, on doit avoir minimum 20% du total des ingrédients qui sont certifiés bio. On doit avoir à minima 95% des ingrédients d'origine naturelle. Il y a une blacklist de produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et surtout, tout ça, c'est contrôlé par un organisme extérieur. Donc moi, par exemple, toutes les années, j'ai quelqu'un qui vient qui contrôle plein de choses, qui contrôle comment, où j'achète mes matières, comment c'est fabriqué, pour être sûr que tout ça c'est respecté. Et bah, je dirais que le contrôle, c'est quand même une chose qui nous permet d'être sûr de ce qu'il y a dedans. Alors que on voit maintenant qu'il y a quand même de plus en plus de ce qu'on appelle greenwashing, hein, des marques qui vont écrire que leur produit il est fait à base de je sais pas, de bleuet bio, mais en fait, il n'y a que le bleuet qui est bio dans la formule et ça représente 2% du produit total. Donc, c'est un peu aussi mensonger. Les 98% d'autres, bah, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ou alors, il faut lire les listes de composants, mais pas tout le monde a la compétence et a envie aussi voilà, de se pencher là-dedans, parce que c'est quand même assez pointu. Donc voilà, le produit bio pour moi, enfin la certification bio, c'est vraiment, je dirais, l'assurance d'avoir un produit qui répond vraiment à des critères objectifs et des critères qui ont été vérifiés. Euh, et c'est quelque part la seule façon d'être sûr, sauf si on veut vraiment voilà, éplucher les compos, etc., d'être sûr qu'on ne va pas avoir affaire à des composants controversés ou qui, dans quelques années, vont peut-être être problématiques. Alors, pourquoi est-ce que je milite pour les cosmétiques bio? Bah, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a quasiment pas de produits synthétiques, hein. Il y a quelques produits synthétiques qui sont autorisés, mais dont l'innocuité est avérée. Donc, ça veut dire qu'il y a moins aussi de produits irritants potentiels pour la peau, hein. Il y a moins de produits qui sont dangereux pour la santé. Alors, les défenseurs de la cosmétique conventionnelle vont dire oui, mais si c'est mis sur le marché, c'est qu'il n'y a pas de problème, c'est que c'est sûr. Oui, sauf que des actifs qu'on a utilisés pendant des années en disant que c'était sûr, ben, peut-être 5 ans après, des fois on dit ah finalement non, ça crée tel et tel produit. Donc, principe de précaution. Les perturbateurs endocriniens, voilà, hein, qu'on a utilisés pendant des années et maintenant on dit ah oui, si quand même, ça avait des effets. Tous les composants reprotoxiques, donc ça c'est vraiment ce qui va jouer sur notre santé à nous. Et en ayant des produits bio, bah, au moins on est sûr de ne pas être en contact avec tous ces éléments-là. C'est aussi des produits qui du coup vont être produits dans le respect de l'environnement. Alors je m'explique, on peut avoir des produits naturels par exemple, c'est très bien les produits naturels, sauf que si le naturel a été cultivé avec des pesticides, bah, alors normalement des résidus dans le produit pour soi-même, il y a peu de risques d'en avoir, mais par contre ça veut dire qu'on a pollué les sols, on a pollué l'eau, voilà. Donc, à un moment, c'est bien de penser à ce qu'on se met soit sur la peau, mais si en faisant tout ça, on pollue notre environnement, ça perd vraiment de son sens, je trouve. Quand on parle justement, bah voilà, d'être un peu dans le holistique. Si moi je me mets des produits sains sur la peau, mais que pour les obtenir, on a pollué la nature, ça perd quand même un peu de son intérêt et de sa logique.
C'est des processus de fabrication normalement qui sont le moins polluants possible. Alors je dirais pas non polluants parce que du moment qu'on crée un produit, on a une action, hein, on utilise l'électricité, on utilise la matière, donc forcément on a un impact. Mais en tout cas, voilà, c'est des processus qui vont être le plus écologique possible. On va essayer de ne pas utiliser des produits chimiques pour obtenir d'autres composants. Donc on essaye aussi de ne pas penser qu'à soi et à sa santé, mais aussi au processus global et avoir un processus qui soit le moins polluant possible. Et puis en général, les actifs qui sont utilisés dans les cosmétiques bio, c'est des produits qui ont une très bonne affinité avec la peau parce que c'est des produits issus du vivant, finalement, issus du végétal, par exemple, comme les huiles, comme les actifs de plantes qui, globalement, vont avoir une meilleure concentration et du coup des meilleurs résultats plutôt que de la paraffine qui est issue de la pétrochimie et qui, du coup, à part faire un petit peu une couche. C'est pareil, c'est un peu un cache-misère finalement, hein, comme tous les silicones par exemple, ça fait une couche sur la peau, donc on a l'impression que ça améliore l'état de notre peau, mais en fait c'est un petit peu repeindre sur un mur moisi, si je peux me permettre l'expression. Alors que les produits naturels, ils vont vraiment apporter des choses à la peau, notamment je pense aux huiles végétales par exemple, qui vont nourrir la peau et pas seulement se contenter d'un effet un peu de surface pour habiller, on va dire, la chose, mais sans forcément traiter en profondeur. Donc voilà un petit peu les motivations, je dirais, pour utiliser des produits cosmétiques bio. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser en bio? On va utiliser beaucoup des huiles, des beurres, de l'aloe vera, par exemple, de la glycérine végétale, des hydrolats végétaux, des extraits végétaux, et aussi des huiles essentielles dans la mesure où on les tolère, parce que les huiles essentielles, ça peut être aussi, en tout cas sur la peau, ça peut être aussi facteur de réaction cutanée, donc il faut être aussi prudent, on va dire, par rapport à ces éléments-là. Si on applique tout ça sur la période dans laquelle on rentre, donc là on rentre dans l'hiver. Alors l'hiver, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une saison qui est éprouvante pour la peau, d'autant plus quand on vit dans des régions un peu avec un climat assez froid. On a des températures froides à l'extérieur, mais des fois chaudes à l'intérieur, avec les radiateurs en plus, les chauffages qui créent aussi un air très sec. À l'extérieur, on a du vent, donc on a vraiment plein de conditions qui vont perturber notre peau et déséquilibrer ce film hydrolipidique dont on parlait tout à l'heure. On a en même temps du sec, donc qui peut déshydrater, et aussi des conditions qui peuvent faire en sorte que la peau, elle va aussi encore moins produire de sébum si elle en produit pas beaucoup. Donc il faut vraiment arriver à contrer un petit peu tout ça. Et puis c'est une période où la peau, elle peut être aussi très fragilisée avec des sensations d'inconfort. Donc, il faut vraiment utiliser des produits, je dirais, encore plus doux que d'habitude pour vraiment éviter de l'agresser encore plus. En général, la peau, de quoi elle a besoin en hiver? Elle a besoin d'être hydratée. Toutes les peaux ont besoin d'être vraiment très hydratées parce que le froid, en fait, ça va réduire la capacité de la peau à retenir l'eau. Donc, le froid, ça crée de la déshydratation, hein. Je pense que vous vous en êtes déjà bien rendu compte. C'est ce qui va entraîner une peau sèche ou plus sèche. Si on a, par exemple, si on a la peau normale, elle va des fois être plus sèche en hiver, ou si on a la peau grasse, elle va être juste bien en hiver, du coup. Donc, les peaux sèches, elles souffrent encore plus. Ça peut même aller des fois jusqu'aux gerçures, hein, des choses comme ça. Il faut vraiment protéger sa peau de toutes ces agressions extérieures. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment renforcer la barrière cutanée et ce fameux film hydrolipidique pour qu'il continue à bien nous protéger de toutes ces agressions, du froid, du vent, de toutes les irritations qu'on peut avoir. Donc ça va plutôt être pour la journée, on va dire, un hydraté protégé. Ensuite, on va essayer d'apporter de la nutrition pour les peaux quand on... Alors, tout le monde a besoin de nutrition, pas au même niveau, hein. Les peaux sèches, il va vraiment falloir les blinder de nutrition en hiver, vraiment avec des choses très, très grasses, des beurres, des huiles très grasses. Et puis, les peaux un peu plutôt normales ou mixtes, voire grasses, il va quand même falloir leur apporter de la nutrition, mais une nutrition quand même un peu plus légère. Et des produits qui vont vraiment réparer et apaiser la peau qui est soumise à rude épreuve avec tous les éléments que j'ai cités avant. Et le mot clé, c'est vraiment la douceur. Vraiment, on va éviter, on peut exfolier un peu sa peau en hiver, mais y aller doucement avec des produits très doux et avec des fréquences assez espacées
C'est pas forcément voilà, la période où la peau elle a le plus besoin d'être exfoliée parce qu'elle est déjà très agressée, donc on va éviter d'en rajouter. OK? Ah bah oui, super. Alors si on peut donner par exemple des petits exemples de routines avec des types de produits. Je suis exemple, si on donne un peu une routine le matin, on commence toujours par nettoyer sa peau. Alors, quand je dis nettoyer, c'est pas forcément nettoyer avec un nettoyant, hein. La plupart des peaux le matin, elles n'ont pas forcément besoin d'être nettoyées en utilisant un nettoyant. Ça peut être juste une eau florale, par exemple, plus pour rafraîchir la peau, enlever les quelques petites impuretés de la peau. Je dirais que les seules peaux qui vont vraiment se nettoyer le matin, c'est les peaux grasses qui, elles, vont vraiment avoir produit du sébum dans la nuit. Donc là, c'est intéressant de se nettoyer avec un vrai nettoyant. Mais la plupart des autres peaux, c'est juste plutôt se rafraîchir. Et justement, dans l'idée de pas trop solliciter et agresser la peau, on va plutôt, voilà, un petit pchit d'eau florale à choisir, je dirais, en fonction de ce qu'on aime. Ou petite hydratation pour tout le monde. Donc typiquement, en hiver, ce qui peut être intéressant, c'est des sérums à base d'acide hyaluronique. Je ne sais pas si c'est une molécule que vous connaissez, l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, c'est un peu comme une éponge, hein. Ça va retenir l'eau dans la peau. Ça peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau, on dit. Donc ça va vraiment voilà, retenir l'eau dans la peau et lutter contre la déshydratation. On peut utiliser d'autres produits qu'on appelle humectants, donc qui vont retenir l'eau dans la peau. Ça peut être par exemple l'aloe vera, ça peut être la glycérine, qui est un bon humectant aussi, dont on ne parle pas assez, et pourtant c'est alors, glycérine végétale, hein. Faut pas que ce soit de la glycérine issue de la pétrochimie, on est d'accord. Mais ça, voilà, c'est vraiment des actifs qui vont retenir l'eau dans la peau, ce dont on a vraiment besoin en hiver. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, tous les types de peau. Ensuite, on va apporter un film protecteur, on va dire, à la peau. Ça peut être du coup via une crème à choisir. Plus ou moins riche en fonction de sa texture de peau. Les peaux grasses, par exemple, une crème normale peut suffire. Par contre, voilà, si on a la peau sèche, ben, on va prendre une crème bien plus riche. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir apporter de la richesse aux crèmes? Ben, c'est des huiles, c'est des crèmes avec des huiles végétales dedans. Ça peut être le beurre de karité aussi, hein, une huile qui contient du beurre de karité, de l'huile d'argan, l'huile d'avocat, voilà, ces huiles assez riches qui vont vraiment voilà, créer un petit peu cet effet bouclier et sceller, ce qu'on appelle sceller l'hydratation. Donc c'est vraiment venir mettre un film par-dessus pour éviter que l'eau qu'on a apportée dans la peau s'évapore. Et après, alors pareil, la question de la protection solaire se pose en hiver, hein. Euh, Bon, il faut savoir que maintenant, avec la couche d'ozone qui est quand même assez affaiblie, le rayonnement solaire, il est quand même beaucoup plus important que ce qu'on pouvait connaître avant. En hiver, malgré tout, on peut avoir des journées très ensoleillées, hein. Moi, je vois, quand on va à la montagne, ben, des fois en hiver, on a beaucoup de soleil. Donc, ne pas hésiter, voilà, à utiliser une protection solaire en hiver aussi. Je dirais que le seul bémol quand même, c'est que, par exemple, une journée où vous êtes toute la journée dans votre bureau ou dans votre maison, ça a peu d'intérêt d'utiliser votre crème solaire parce que vous n'allez pas recevoir de rayonnement UV. Mais du moment qu'on sait qu'on va aller dehors, même en hiver, la protection solaire, elle a un intérêt. Très bien. OK? Est-ce que juste pour savoir, vous êtes plutôt en termes de produits, c'est plutôt crème ou huile? Vous utilisez quoi en fait? En effet, j'ai parlé de crème, mais ça peut être l'huile. Je sais que des fois, la journée, les gens aiment moins mettre de l'huile parce que si on maîtrise pas le dosage de l'huile, c'est vrai que des fois, on est un petit peu brillant après selon les huiles qu'on choisit. Puis une fois qu'on a l'habitude de bien doser, mais c'est vrai que des fois les huiles on les garde un petit peu plus pour le soir, plus pour des raisons de confort, on va dire, et de praticité. Mais du coup, voilà, c'est parfait. Du coup, j'essaie de finir vite. Je vous dis juste le soir. Le soir, ce qui va être important, c'est de nettoyer sa peau. Mhm. Parce que voilà, dans la journée, on accumule plein de choses, hein, la pollution extérieure, la production de sébum, etc. Donc bien nettoyer, par contre, avec quelque chose de doux. Ça peut être une huile, par exemple, puisque en fait, le gras enlève le gras. Donc les huiles, c'est bien pour nettoyer la peau. Par contre, après, il faut soit repasser un deuxième nettoyant pour vraiment réussir à bien tout enlever. Ça peut être ça peut être un nettoyant seul, mais en tout cas, voilà quelque chose de très doux pour pas décaper sa peau. Et puis après, on peut refaire la même chose. Petite brumisation, sérum, crème ou huile, crème et huile si on veut vraiment quelque chose de très nourrissant. Mais voilà, l'étape, je dirais, la plus importante le soir, c'est vraiment aussi de nettoyer sa peau pour vraiment
lui enlever toutes les impuretés. Parce qu'en fait, la nuit, la peau, elle se régénère. Et du coup, si on lui a pas enlevé ses impuretés, elle va pas se régénérer comme il faut. Et bah, c'est un peu dommage puisque c'est à ce moment-là que justement tous les processus qui vont limiter le vieillissement, entre guillemets, vont se faire. Donc en nettoyant bien sa peau, on aide les processus naturels de régénération à se faire correctement. Et puis c'est vrai Mhm. que le soir, on peut souvent se permettre des textures justement plus denses, avec un petit massage relaxant avant d'aller se coucher pour bien faire pénétrer. Et puis en plus, le massage, ça va aussi voilà, amener de la détente aux muscles. On va pouvoir lisser les petites rides d'expression. Donc c'est vraiment top si vous avez le temps de le faire. C'est vraiment un geste anti-âge qui est excellent et qui en plus ne coûte pas grand-chose. Faire aussi en complément, je dirais, des masques nourrissants, par exemple. Une fois dans la semaine. Ça peut être des choses assez simples, hein. Ça peut être mettre sa crème en couche plus épaisse et puis la laisser poser un moment. Ça peut être faire mettre une couche d'huile un peu plus épaisse, voilà, qu'on va laisser un peu poser. On n'a pas besoin forcément de partir dans des masques très compliqués. Ça peut être mélanger de l'aloe vera justement avec du miel, par exemple, et laisser poser. Et puis après, si ça nous fait plaisir, on peut aussi acheter des masques déjà tout prêts, hein, mais on peut faire des choses assez simples aussi qui vont justement amener du confort et de l'hydratation à la peau. Et puis après, on a tout l'aspect intérieur, je dirais, un bien boire. Bah, surtout en plus, le miel, c'est très bon pour l'immunité en hiver, donc c'est top. Consommer du coup des aliments voilà, qui vont être riches en oméga 3, donc ça peut être les poissons gras, les oléagineux, pour renforcer la peau de l'intérieur. Elle va capter tous ces oméga-là et du coup ça va lui apporter aussi, finalement on a le double effet, hein, intérieur-extérieur et les deux vont apporter, vont être complémentaires. Voilà, moi j'ai fait à peu près le S'il tour. vous plaît. Merci beaucoup, Alexandra, pour toutes ces informations. J'ai appris plein de Ben, je t'en choses. prie. Écoute, j'étais ravie de te Eh ben, moi recevoir. Donc, également. bah, je te laisse aller voir de temps en temps la vidéo qui sera Ouais, mise en pour voir ligne s'il y à a des partir de questions. demain Mm. pour répondre aux commentaires. Donc, je vais arrêter les enregistrements. Merci à tous ceux qui nous regardent Merci. aussi en replay. J'espère que vous aurez eu autant d'intérêt que nous d'écouter Alexandra. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne de façon à ne pas rater les prochains ateliers. À bientôt!